Cette voiture, c'est le produit que les Chinois rêvent de vendre à toute l'Europe. C'est notre voiture électrique, la EV460. Ça veut dire qu'elle peut rouler 460 km sans avoir besoin d'être rechargée. Non seulement la voiture est électrique et économe, mais elle est surtout un tiers moins chère que ses concurrentes européennes. On est autour de 26 000 € pour cette voiture. Mais avec le soutien du gouvernement, on pourra être encore moins cher. Xiaofeng est le directeur général de l'une des plus grandes marques de voitures en Chine, Changan. Il ne cache pas ses ambitions. Notre mission, c'est de devenir les leaders mondiaux du secteur automobile. Voilà notre but ultime et notre avenir. Être les numéros 1. Exactement. La marque possède déjà 3 usines à Chongqing. Celle-ci emploie 4000 ouvriers. Attention, la chaîne va démarrer. Ultramoderne, elle est entièrement automatisée et capable de produire une voiture toutes les 53 secondes. Et pour inonder le monde de ses produits, la Chine a un plan, les nouvelles routes de la soie. Sur 40 ans, les Chinois vont bâtir des lignes de chemin de fer, des lignes maritimes et des routes tous azimuts, vers l'Europe, vers l'Asie et vers l'Afrique. Partout, ils implantent des gares, des ports, des zones industrielles. L'ambition, c'est de redessiner les cartes économiques et politiques du monde à leur profit. C'est le président chinois Xi Jinping lui-même qui a concocté ce projet. La première fois qu'il l'a évoqué, c'était le 7 septembre 2013, lors d'un discours à l'université d'Astana, au Kazakhstan. To forge closer economic ties, deepen cooperation, and expand development space in the Eurasian region, we should take an innovative approach and jointly build an economic belt along the Silk Road. This will be a great undertaking benefiting the people of all countries along the route. Avec 1000 milliards de dollars d'investissement, les nouvelles routes de la soie, c'est le plan de développement le plus cher de l'histoire de l'humanité. La Chine exporte ses capitaux et sa technologie, son rêve de prospérité, mais surtout ses hommes et son modèle. Regarde-moi ce travail. Il faut me ranger tout ça. Là, ce sont mes enfants. Trop mignons. Nous vous emmènerons dans 3 pays clés de ces nouvelles routes de la soie. À Djibouti, dans la Corne de l'Afrique, où les Chinois sont en train de prendre la place des Français dans l'économie. Quand on laisse la porte ouverte, il y en a d'autres qui viennent. Voilà. Bonjour, voilà, c'est mon épouse et mes 2 enfants. Oui. En Éthiopie, où leurs usines poussent comme des champignons et délogent les fermiers de leurs terres. Avant, on ne possédait rien, mais on buvait de l'eau et on se nourrissait des produits de notre terre. Maintenant, on n'a plus rien. À Gwadar, au Pakistan, nous avons pénétré dans une des zones les plus fermées aux médias occidentaux. Non, éteins ça. Ici, le grand projet chinois se heurte à une résistance armée. La Chine. Vous êtes venus sans notre autorisation. Enquête sur le nouveau projet chinois de conquête du monde. Tout commence à Chongqing, sur les bords du Yangtze-Kiang. Vous n'en avez sans doute jamais entendu parler. C'est pourtant au cœur de la Chine, l'une des plus grandes agglomérations du monde. 30 millions d'habitants. C'est plus du double de l'Île-de-France. Dans les années 40, la ville comptait 1,5 million de personnes.
qui vivaient dans de petites maisons en bois sur pilotis. Seul le fleuve les reliait au reste du pays. Aujourd'hui, Chongqing se targue d'être le point de départ de ces nouvelles routes de la soie. Zhou Shifan est membre du bureau du Parti communiste chargé des réseaux ferrés de Chongqing. Tous les matins, en allant au bureau, il passe devant le monument qui fait la fierté de sa ville, le kilomètre zéro. On peut voir sur la droite la bande qui symbolise le kilomètre zéro. La route de la soie commence ici, au niveau du parc logistique avec les deux gares. C'est d'ici qu'est parti le tout premier train chargé de marchandises à destination de l'Europe en mars 2014. À l'origine petite gare de province, Chongqing est devenu en 5 ans le plus grand carrefour ferroviaire du sud-ouest de la Chine. Zhou Shifan est fils de cheminot et cheminot lui-même. Son travail de membre du parti, c'est de tout savoir de ce qui se passe dans la gare. Vous voyez cette locomotive? C'est le premier modèle de notre gamme électrique. On le surnomme le grand engin car il est très long et vraiment très gros. Ce sont ceux-là qu'on utilise pour les trains qui vont vers l'Europe. La puissante locomotive ne fera qu'une petite partie du trajet. La ligne n'est pas encore électrifiée jusqu'au bout. Chongqing voit partir 3 trains par jour pour l'Europe. Comme celui-ci, une quarantaine de wagons chargés de vêtements, de téléphones portables et de produits chimiques. Le trajet dure 15 jours, 60 conducteurs vont se relayer sur les 10 000 km de la ligne. Elle contourne le Tibet, traverse la région du Xinjiang, puis parcourt 5 pays, le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne, jusqu'au terminus à Duisbourg en Allemagne. De là, les marchandises seront réexpédiées vers toute l'Europe. Avec son nouveau train, la ville de Chongqing attire de plus en plus de grandes entreprises, comme Hewlett-Packard ou Foxconn, le principal sous-traitant d'Apple. Un tiers des ordinateurs du monde, des millions d'imprimantes et d'automobiles sortent de ces usines chaque année. La ville attire aussi des petits entrepreneurs de la high-tech. Dans ce bâtiment, à chaque étage, des sociétés d'électronique ou d'informatique, comme celle de Jinshu. À 56 ans, cet ingénieur est l'un des experts chinois du Bluetooth. Avant de monter sa société, il a travaillé 12 ans chez Microsoft en Californie. On va faire un test sur 10 minutes et on va calculer la moyenne. Il emploie aujourd'hui une trentaine de personnes, dont une dizaine d'ingénieurs. Il fabrique des puces électroniques pour produits connectés, mais surtout il fait de l'innovation. Jinshu a déjà breveté une 60aine d'inventions. La dernière en date, un boîtier anti-agression géolocalisé, déguisé en bracelet fantaisie. Et ça, c'est pour les femmes. Il y a de l'électronique dans le bracelet, un capteur. Et si tu as un problème, tu fais ce geste 3 fois comme ça. Le capteur va appeler directement un numéro préenregistré et signaler que tu es en danger. Ces produits, il les vend à des chaînes de supermarchés, à des fabricants de jeux vidéo ou à des particuliers sur Amazon. Aujourd'hui, il a une commande de capteurs Bluetooth. Il doit les expédier en Allemagne par les nouvelles routes de la soie. Grâce à la ligne de chemin de fer, la livraison est 12 fois moins chère que l'avion et 2 fois plus rapide que le bateau. On a enfin une fenêtre ouverte sur le monde. On va pouvoir être compétitif en termes de coûts et de temps de transport. Maintenant, on va pouvoir concurrencer des villes comme Shanghai. Résultat du succès de ces entreprises, la ville de Jinshu ne cesse de s'agrandir. Elle accueille 200 000 nouveaux habitants chaque année.
C'est l'heure des bouchons. C'est toujours comme ça à cette heure. Vous voyez? Avec sa jeune épouse, le chef d'entreprise termine tôt sa journée de travail pour s'occuper de leurs enfants. Ils habitent dans une résidence de standing au 25e étage de cet immeuble. On est de retour. Ils ont 2 enfants de 11 et 9 ans Dites bonjour les enfants. et une nounou à plein temps. Sur la télé du salon, pas de dessin animé. Son fils aîné était en train de regarder un cours de maths en vidéo et en anglais. C1, C2, jusqu'à CK. Et maintenant, on veut connaître le gradient, la dérivée. Le garçon est bourré d'ambition. Quand j'étais jeune, mon rêve, Mais tu es toujours jeune. Quand tu étais petit. oui, quand j'étais petit, mon rêve c'était d'être astronaute. Et maintenant, je veux être, Un ingénieur? oui, ingénieur informaticien, comme mon papa. Il a plus d'opportunités. Il devrait faire mieux que moi. Avant de parier sur les nouvelles routes de la soie, Jinshu a eu une autre vie. Son parcours est exceptionnel pour un fils d'instituteur de province. Grâce à une bourse, il a pu faire des études d'ingénieur à Shanghai, puis aux États-Unis. Il a occupé plusieurs gros postes dans la Silicon Valley. Ça, c'était à San Francisco. J'avais cette voiture, une Acura. C'était il y a 20 ans? Oui. J'avais ma voiture, ma maison et un super bon boulot. Mes parents pensaient que j'étais fou d'aller là-bas. En même temps, ils étaient contents pour moi parce que les États-Unis, c'était le paradis. Et ici, à l'époque, c'était pas loin d'être l'enfer. Aujourd'hui, tout a changé dans la vie de l'entrepreneur. Il peut se permettre d'aller dîner dans les meilleurs restaurants de Chongqing. Ce soir, le plat typique régional, une sorte de fondue très épicée, dans laquelle on plonge des beignets de crevettes, des légumes ou encore de l'estomac de bœuf. Jinshu mesure le changement. Sa ville est en passe de devenir un des nouveaux centres économiques du monde. Ici, vous pouvez sentir le dynamisme. Je ne sais pas comment expliquer. Peut-être parce qu'on était si pauvres pendant si longtemps. Les gens se sont dit, il faut que ça change. Et surtout, ce n'est plus un crime de devenir riche. Et c'est génial. C'est même complètement dingue. Chongqing compte aujourd'hui une centaine de multimillionnaires. À la gare de la ville, Je suis du Parti communiste de la gare. il est près de minuit. Je suis avec des journalistes, on peut monter? Nous retrouvons Joshifan, le cheminot qui nous sert de guide. Faites attention quand vous montez. Vous faites comme moi. Les 2 mains sur les côtés, comme ça. Regardez. Et vous faites pareil. Il veut nous montrer que la gare fonctionne à plein régime depuis que les trains pour l'Europe se sont ajoutés au trafic local. Toute la nuit, cette vieille locomotive déplace des wagons à travers une jungle d'aiguillages. Elle les conduit vers le quai où ils vont être chargés. Vous pouvez voir sur l'écran que la gare est au maximum de sa capacité. C'est une gare très active. Toutes les lignes sont occupées. Même à 1h du matin, c'est comme ça. Donc l'augmentation du transport de marchandises est très significative. Les manœuvres sont réglées à la minute près. Pendant plusieurs heures, c'est un ballet de grues et de portiques. Vas-y, tu peux descendre. À l'intérieur de ces conteneurs ce soir, des milliers d'écrans d'ordinateurs à destination de la Pologne. Attention, c'est pas dans les coches. Déplace-le un peu à gauche.
La cadence à tenir, c'est 2 minutes pour poser un conteneur. Il va siffler le départ. Notre guide du Parti communiste est très fier de son train. Pourtant, la ligne n'est pas rentable. Les Chinois sont tellement ambitieux qu'ils ont mis la charrue avant les bœufs. La moitié des wagons reviennent d'Europe à vide et c'est Pékin qui, pour l'instant, éponge le déficit. Mais pour les autorités chinoises, peu importe le temps que cela prendra, l'ambition des routes de la soie, c'est surtout pour la Chine d'étendre son influence à travers le monde. Aujourd'hui, la route prioritaire passe par Djibouti, une ancienne colonie française à la position stratégique sur la mer Rouge. Une porte d'entrée pour la conquête de l'Afrique. Djibouti, c'est l'un des plus petits États d'Afrique. Un pays pauvre, un quasi-désert, à l'exception de la capitale. Les Chinois ont commencé par investir le port. Avec leur argent, les autorités de Djibouti se sont offerts 8 remorqueurs dernier cri, comme celui-ci. Aux manettes ce jour-là, le capitaine Oumad. Ça, c'est le dernier modèle. C'est un beau bateau. Il fait tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Avant, on avait des remorqueurs qui faisaient manuellement. Il y a les vitesses qui étaient dans les salles de machine qui disaient hey, « stop, avance ». Et maintenant, il n'y a plus ça. Tout le monde est content. Pas de problème avec les navires, pas de problème avec les pilotes. Le capitaine connaît par cœur ses clients. Ce cargo arbore le pavillon du Panama, mais il arrive de Chine, comme la plupart des navires qui accostent à Djibouti. Il mesure 180 mètres de long et 33 mètres de large, pas facile à manœuvrer. Avec le vent, c'est un peu dangereux. Qu'est-ce qui va se passer? La moitié du bateau qui va se casser. Inch'Allah. Rien passé. 30 à pousser à l'avant. 3 heures plus tard, arrivée du mastodonte à bon port, le port chinois, comme on le surnomme à Djibouti. L'homme qui va prendre en main le cargo, c'est Hassan. Il est chef d'équipe. C'est bon pour toi? Tu as ce qu'il te faut pour le fixer? Je vais te dire si j'y arrive. Je te tiens au jus. Hassan a une dizaine de dockers sous ses ordres. Tous des Djiboutiens. Aucun Chinois à l'horizon, mais ici, tout vient de Chine. Les grues qui déchargent le cargo et les marchandises, ces camions, ces matériaux de construction ou encore ces citernes. Même la formation d'une partie du personnel a été assurée en Chine. Au début, lorsqu'on a commencé ici, on a eu un peu de difficultés, mais parce que on n'a jamais vu et on n'était pas trop formés. Mais maintenant, nous sommes capables de décharger tout. C'est la Chine qui a prêté l'argent pour construire ce port en eau profonde il y a 2 ans. 580 millions de dollars. Alors, pour rentabiliser les installations, il faut aller vite. Hassan a des objectifs à respecter et ce n'est pas toujours facile. Attention là, le bout va toucher le sol! Chaque guide doit décharger 500 mètres. C'est le target. Il faut qu'on fasse. Parce que si on arrive moins que 500, ça veut dire qu'on n'a pas travaillé ici pour nous. Quand ça coince, le jeune chef d'équipe n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis. S'il n'atteint pas ses objectifs, il risque de voir sauter sa prime. C'est bon, tu peux soulever. Mais il n'en veut pas pour autant aux Chinois. Ils nous ont donné une chance de réaliser tout ça, de réaliser notre rêve, parce qu'il y a plein de jeunes Djiboutiens qui attendent de l'avenir de ce pays. Ça nous rend satisfaits et nous sommes fiers d'être ici. Tout cela a un prix. Djibouti est désormais pieds et poings liés à la Chine, qui possède 70% de sa dette. À terre, les Chinois construisent à tour de bras. Ils ont même installé une base militaire. La première base militaire chinoise à l'étranger. Lors de son inauguration, il y a 2 ans,
Ils avaient déroulé le tapis rouge au président djiboutien. Avec cette base, les Chinois se sont fait une place aux côtés des grandes puissances mondiales, les Américains, les Italiens, les Japonais et les Français. La France a 1500 soldats sur place. Elle avait compris dès le 19e siècle l'importance de ce petit territoire. Djibouti aurait pu n'être rien d'autre que l'un de ces petits territoires d'outre-mer, si sa situation exceptionnelle sur la mer Rouge n'en faisait obligatoirement l'un des ports français les plus importants d'au-delà des mers. Ajoutons que ce port est le déversoir naturel de l'Éthiopie grâce à l'unique voie ferrée construite et exploitée par des Français qui assure le trafic avec Addis Abeba. Djibouti, c'est une part de l'avenir français. En réalité, voilà tout ce qui reste de l'empreinte coloniale française. Un des tout premiers trains d'Afrique, construit en 1917, et aujourd'hui à l'abandon. Remplacé en 2017 par le nouveau train chinois. La ligne a coûté près de 4 milliards d'euros, à rembourser à la Chine sur 15 ans. La voie ferrée relie Djibouti à Addis Abeba, en Éthiopie. Elle transporte des marchandises et des voyageurs, une artère vitale pour ce grand pays qui n'a aucun accès à la mer. Tous les 2 jours, à l'aube, c'est la cohue devant la gare, pour le train de 8 h du matin. La plupart des passagers sont des commerçants. Ils arrivent chargés de marchandises. Hé, on était là avant. Le chef de gare essaye de mettre un peu d'ordre, assisté d'un gendarme. Il faudrait peut-être qu'ils forment 2 rangs. C'est pas un problème de rang, c'est surtout qu'ils ne restent pas à côté de leurs valises. Ah, d'accord. Elle a tout ça, là. Tu as trop d'affaires. Il va falloir que tu payes un supplément. Mais elle n'a que ces 3-là. On t'a pas averti qu'on avait le droit qu'à 2 bagages? Si, je lui ai dit, moi. Mais bon... Elle a juste des cartons en plus. Tu vas pas lui faire payer. En fait, je vous dis, au moment où il coupait les tickets, on leur prévient que 2 valises de 40 kilos est permis. Il a dit que je l'ai déjà dit, sauf qu'ils exagèrent. Ils exagèrent de prendre tout ce qui vont avec. Par exemple, ça c'est interdit. C'est des huiles, tout ce qui est liquide, c'est aussi gaz et tout ça, c'est interdit. Mais quand même, ils ont pris, hein. Le marchand devra laisser ses bidons d'huile, mais il réussira tout de même à emporter ses bagages avec lui. Abdourahman, le chef de gare, est un peu gêné. Il a des comptes à rendre. Contrairement au port, où les Djiboutiens sont aux manettes, à la gare, ce sont des Chinois qui commandent. Ici, le vrai patron, c'est cet homme en t-shirt à rayures. Mais impossible de parler à ses responsables. Lui, c'est le capitaine du train. Et elle, c'est la responsable des passagers. Non, désolé. La ligne reste sous contrôle des Chinois jusqu'en 2024. Ils ne veulent pas trop que ça se sache. Personne n'a envie de montrer les Djiboutiens sous les ordres des Chinois. Dans les bureaux, ils disent travailler en binôme. Vous allez bien? Très bien. Est-ce que vous allez très bien? Et vous voyez aussi ici, il y a un Chinois qui est responsable aussi du management. Il s'appelle lui Harry. Et à côté de lui aussi, il y a un Djiboutien pour aussi le transfert de commission. Hein. Il s'appelle Moussa. Il est responsable aussi des achats. Comme ça, ils travaillent ensemble. Alors vous travaillez ensemble? Oui, on travaille ensemble. C'est lui mon chef. Ah bon? C'est vrai? Vous êtes son chef? Non, non, c'est pas vrai. Peut-être demain, il pourrait être boss. Hein, son boss. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble, mais demain, ça reste à lui de continuer. Oui. Thank you, hein. Merci beaucoup et travaillez bien. Il y a comme un malaise entre les Chinois et les Djiboutiens.
Entre eux, sur les voies, on entendrait une mouche voler. Les Chinois, leur seule langue de communication, c'est le travail. Vous travaillez avec eux et vous vous comprenez facilement. Vous n'avez même pas besoin de parler des Chinois. Parce qu'ils travaillent tellement qu'ils travaillent très fort que vous allez vraiment suivre et correctement savoir ce qu'ils font. Ils travaillent plus fort que les Djiboutiens? Ben oui, c'est normal. C'est la Chine. Quand il faut charger les marchandises, ce sont les Djiboutiens qui assurent les métiers les plus pénibles, sous un soleil de plomb. Les Chinois, eux, occupent les postes à responsabilité, mieux payés. Abdourazak, en t-shirt rayé, et son ami Mohamed sont cheminots depuis un peu plus d'1 an. Cette hiérarchie, ils ont du mal à l'accepter. Les Chinois, ils font rien. C'est qui est bizarre. Ils font rien, ils ont un tassis ici, ils boivent de l'eau, ils mangent ici. Et tout le boulot, tout le travail qui se passe ici, ce sont nos Djiboutiens qui font. Nous, on est jeunes, on est là à faire tout le boulot au niveau du chemin de fer, mais le Chinois, je sais pas, à chaque fois, il se dit c'est nous les chefs, c'est nous qui gèrent. C'est ça un peu, c'est un peu compliqué. Il y a aussi l'intimidation qui est là, on est plus expérimenté, on sait très bien le boulot, comment ça se passe. Alors pourquoi ils sont là? On ne sait pas. Une question politique. Les deux compères ont été affectés à une tâche ingrate, accrocher les wagons. Ils nous emmènent dans la cabine de la locomotive, à l'écart, là où personne ne peut nous entendre, à part les conducteurs qui ne parlent pas le français. Ce qui les frustre, c'est qu'ils avaient passé un concours et décroché une formation en Chine pour être eux-mêmes aux commandes. Ça, c'est comme le piston. Avant, arrière. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le brick valve. Ça, on a étudié en Chine. Je sais, brick valve, c'est au niveau du frein. Chaque fois, on le fait sortir l'air un peu. Dans l'optique d'obtenir un bon travail, Abdourazak a même appris le mandarin. Mais au retour de Chine, ses rêves se sont évanouis. Lui, il avait préparé en Chine 6 mois de formation en locomotive. Il parle en chinois, il comprend tous ces caractères-là. Pourquoi vous conduisez mal le train? Il ne conduit pas, il est avec moi pour détacher et couper. C'est ça le problème. C'est pas notre domaine. Moi, j'avais fait en Chine la locomotive. Ce qu'on appelle la maintenance de locomotive, comment réparer. On avait fait là-bas, mais à Djibouti, lorsqu'on est venu, je sais pas ce qui s'est passé. On m'a ramené ici à Djibouti. C'est ça le problème. Les Djiboutiens en ont encore pour au moins 5 ans avant de gérer eux-mêmes leur chemin de fer. Dis donc, il parle bien le chinois, le petit. Cette ligne est cruciale dans le plan chinois des nouvelles routes de la soie. À l'autre bout, 750 km plus loin, il y a l'Éthiopie, un pays de 110 millions d'habitants, un des plus forts taux de croissance d'Afrique. Dans la capitale, Addis Abeba, les buildings poussent comme des champignons. La Chine a déjà construit le périphérique et le tramway. Ici, elle est surtout en train de délocaliser son industrie. À 50 km au sud de la capitale, un porche monumental, des ateliers à perte de vue, des rues qui portent toutes des noms de villes ou de provinces chinoises. C'est la première zone économique chinoise d'Éthiopie. Le patron, M. Jiao, est un pionnier de la Chine-Afrique. Cela fait 21 ans qu'il a posé le pied en Éthiopie. Il a été un des premiers à flairer le potentiel du pays. Vous savez, maintenant en Chine, beaucoup d'entreprises cherchent de nouvelles destinations pour investir. Car les coûts ont augmenté en Chine. Le coût du travail, les salaires, le prix de l'énergie, tout cela augmente. Mais en Éthiopie, tous ces coûts sont très bas. Monsieur Jiao fait régulièrement la tournée des patrons de ces PME. Celles-ci fabriquent des jeans et exportent jusqu'en Europe. Des produits qu'on retrouve pour quelques dizaines d'euros sur les marchés.
Le salaire moyen d'un ouvrier éthiopien est aux alentours de 50 € par mois, 10 fois moins cher que celui d'un ouvrier chinois. À ce tarif-là, le patron de l'entreprise a dû former sa main-d'œuvre de A à Z. Quand ils ont commencé, les employés locaux ne savaient pas du tout se servir d'une machine à coudre. Maintenant, si tu les compares avec les ouvriers chinois, ils sont presque aussi efficaces. Dis-moi, combien il te faut d'Éthiopiens pour un travail équivalent? 3 Éthiopiens équivalent à 2 Chinois, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. Je pense que c'est bien. Ils ont appris rapidement. Comme à Djibouti, tout est importé de Chine. Les machines à coudre, les méthodes et les contremaîtres. Regarde-moi ce travail. Il faut me ranger tout ça. Et ça, regarde, il faut mieux le plier. Comme ça, bien droit. Et l'autre côté, pareil. Elle s'adresse aux ouvriers dans un charabia de chinois, d'anglais et d'amharique, une langue locale. Regarde, regarde. De quoi ça a l'air? Ça ne va pas là. Je lui dis que le paquet doit avoir belle allure. Pas avec un côté grand et l'autre petit. Le col n'est pas bien au milieu. Il faut faire un joli paquet. Les ateliers sont ouverts 6 jours sur 7. À 18 h, tout le monde rentre chez soi. Enfin presque. Les contremaîtres chinois, eux, restent à l'intérieur de l'usine. Bonne soirée. Liane a 35 ans. Chaque soir, elle dîne avec ses collègues. Avec leur salaire, ils auraient les moyens de s'offrir un logement en ville. Mais ils préfèrent vivre dans l'enceinte du parc. Vous vous connaissiez avant? Non. Mais depuis qu'on vit ici tous ensemble, on est comme une famille. Liane gagne 2500 € par mois. C'est beaucoup d'argent, mais elle dort dans une chambre très simple. On peut entrer? Ils veulent voir le dortoir. Vous vous levez? Mais il n'y a rien à voir ici. C'est le bazar en plus. Un dortoir d'à peine 20 mètres carrés qu'elle partage avec 2 collègues. Elle était manager de ligne en Chine. On l'appelle grande sœur parce qu'elle est plus âgée. Elle aussi, elle est de Chine, de la province de Jiangsu. On l'appelle sœur Jiang. On est toutes heureuses ici. Elles vivent comme des collégiennes. Elles sont pourtant toutes mères de famille. Liane a laissé son mari et ses 3 enfants au pays. Parfois, quand j'ai le mal du pays, je passe des appels vidéo pour voir mes proches et pour voir s'ils vont bien. Et tant qu'ils sont en bonne santé et que je travaille dans la joie, je ne m'inquiète pas. Là, ce sont mes enfants. Mon plus petit, le moyen et mon grand bébé. Ils sont mignons. Pourquoi tu prends la photo? Regarde, ça c'est ma maison en Chine. Liane n'a que 15 jours de vacances par an pour aller en Chine voir sa famille. Là, en Chine, il fait nuit. Ils dorment déjà, donc on ne se parle pas à cette heure-ci. Mais pour la jeune femme et ses copines, cela ne semble pas être un sacrifice. Chaque soir, la journée se termine par une séance de cinéma pour apprendre l'anglais. Le lendemain, nous retrouvons M. Jiao, le directeur du parc industriel. Il reçoit régulièrement des hommes d'affaires venus de Chine.
Bonjour. C'est le chef de notre groupe. Bonjour, merci d'avoir pris le temps de nous recevoir. Bienvenue à vous. Mais ce jour-là, il accueille un groupe de visiteurs inhabituels, des professeurs de lycée. Ils viennent de Hong Kong et sont à la recherche de futurs débouchés pour leurs élèves. Je suis très heureux de vous rencontrer, d'échanger avec vous et d'écouter vos suggestions. Avec eux, Monsieur Jiao va jouer sur la fibre patriotique. Nous allons construire une ville industrielle qui va couvrir plus de 70 km². Ici, il n'y a jamais eu aucun plan de cette ampleur. Les petites maisons en bois des agriculteurs sont très simples à déplacer. Si le projet est approuvé par le gouvernement, il y aura un énorme changement ici dans 15 ou 20 ans. Ça deviendra une ville de premier rang en Afrique, car elle aura été construite par la Chine. À travers ces professeurs, c'est la future génération d'expatriés qui se prépare. Les Chinois anticipent déjà le coup d'après. Leur voyage est entièrement subventionné par une ONG aux allures de lobby. Elle est dirigée par un homme politique proche de Xi Jinping. Nos jeunes enfants doivent penser à l'avenir, à leur carrière. C'est pour ça qu'on fait de l'orientation. Nous, leurs professeurs principaux, nous devons les préparer à leur futur, à leur travail. Hong Kong est une petite île. C'est déjà saturé. Ils ont besoin d'espace. Et l'espace pour son business, Monsieur Jiao ne cesse de l'agrandir. Il a réussi à convaincre les autorités éthiopiennes de lui céder du terrain pour sa zone industrielle. La plupart des entreprises chinoises font des profits ici. Et du coup, le gouvernement éthiopien fait des bénéfices, sous forme d'impôts ou d'emplois pour la population. C'est gagnant-gagnant. Voilà, regardez, de ce côté, c'est la deuxième phase. On attend cette terre. De l'autre côté de cette barrière, Monsieur Jiao ne voit pas les grands perdants de l'opération. Les agriculteurs de la région. Comme Marou, il a été exproprié de ses terres pour faire place à la zone industrielle. Bientôt, tous ces champs vont être recouverts d'usines. Avant, on mangeait cette terre. On en bénéficiait. C'était notre pain quotidien. On ne possédait rien. Mais on buvait de l'eau et on se nourrissait des produits de notre terre. Maintenant, on n'a plus rien. Marou a été indemnisé 20 centimes d'euros le mètre carré, soit 6 000 € pour ses 3 hectares. Une belle somme, vite épuisée puisqu'il a perdu son outil de travail. À 58 ans, tout ce qu'il lui reste, c'est cette petite maison et quelques bêtes qui n'ont nulle part où aller paître. Il est maintenant obligé d'acheter de quoi les nourrir. Voilà, ce sont mes bêtes. Elles sont toujours enfermées ici. Voilà tout ce que j'ai. Tout ça, je vous le montre pour vous faire comprendre les conséquences de ce qui est arrivé. Maintenant, il n'y a plus rien. Je reste à la maison. C'est tout. Le fermier a eu 7 enfants avec sa femme. Ils ont toujours veillé à ce qu'ils reçoivent une bonne éducation. Tout ça, ce sont mes filles. Elles ont toutes fait des études. Elle aussi. Et elle aussi, elle a fait des études. Mais malgré son diplôme, la cadette n'a trouvé qu'un travail à l'usine, précaire et mal payé. L'argent qu'elle gagne, ce n'est même pas suffisant pour s'acheter des vêtements. C'est nous qui la nourrissons et qui la logeons. Tout ce qu'ils produisent dans ces usines, on n'en voit pas la couleur. Ça ne sert pas à la communauté. Tous ces objets partent à l'étranger. Avant, nous n'avions pas besoin d'argent. On avait déjà tout. Les vaches, le beurre, le lait, les céréales.
Regarde ces vaches comme elles ont l'air fatiguées. Et nous aussi, on a souffert avec elles. Rien ne semble arrêter le rouleau compresseur des routes de la soie en Afrique et dans le monde. Pas même les terrains les plus risqués. Au Pakistan, la Chine compte investir 62 milliards de dollars sur 15 ans. Notre enquête nous mène à Gwadar, au sud du pays, dans la province du Baloutchistan. C'est un petit port de pêcheurs. Ce débarcadère artisanal va bientôt disparaître pour laisser place à un nouveau port industriel capable d'accueillir les gros cargos. Les Chinois veulent en faire une étape clé des routes de la soie. Le projet d'ensemble consiste à relier Kashgar à l'ouest de la Chine par un réseau de routes et de voies ferrées avec le port de Gwadar sur la mer d'Arabie. Le but, rapprocher la Chine des puits de pétrole et offrir un raccourci aux marchandises en évitant le détroit de Malacca, contrôlé par les Américains. Objectif final, ouvrir de nouvelles routes vers l'Afrique et l'Europe. Nous sommes les seuls journalistes occidentaux à être autorisés à filmer à Gwadar. Nous débarquons dans le seul hôtel de la ville, un 5 étoiles planté en haut d'une falaise, avec une vue imprenable sur le port. L'établissement est sous haute protection des militaires et des services de renseignement. Nous découvrons que la ville est survolée par des hélicoptères de l'armée et que l'accès au port est protégé par de nombreux checkpoints. Ce jour-là, la ville accueille sa grande foire annuelle, la Gwadar Expo, dans ce grand bâtiment sur le port. Mais malgré notre accréditation, interdiction de nous y rendre. Nous nous faufilons en douce avec un officiel. Le directeur du port, Nazir Kashani, accepte de nous laisser monter dans sa voiture. Allez, on y va. Lui a très envie de promouvoir son port, quitte à s'opposer aux services de renseignement qui nous en refusent l'accès. Son secrétaire en a été alerté la veille. Ils m'ont dit qu'une étrangère était arrivée en ville. Ok. En parlant de cette journaliste. Ah d'accord. Mais elle a bien été autorisée à venir? Bah, les services de renseignement disent qu'elle n'a pas d'autorisation, alors qu'en fait, elle en a une. Et alors? C'est la fin du monde? Non, monsieur. Mais bon, les agents, ils s'excitent pour un rien. En plus, il y a déjà plein de vidéos de Gwadar qu'on peut voir sur YouTube. L'entrée du port est gardée par une quinzaine de militaires. À la vue de notre caméra, ils arrêtent la voiture. C'est le président du port. Non, c'est vous qui venez là. Bonjour, c'est qui dans la voiture? C'est le président du port de Gwadar, jeune homme. Pourquoi vous nous arrêtez? C'est le président. Quels sont les dangers à Gwadar? Pourquoi il y a autant de sécurité? Des dangers à Gwadar? Non, il n'y a pas de danger à Gwadar. C'est juste des mesures de protection, d'accord? Grâce au directeur, nous franchissons les contrôles. Ce qu'il ne nous dit pas, c'est qu'il y a bien du danger. Les projets chinois ne font pas du tout l'unanimité sur place. Ils sont régulièrement la cible d'attaques terroristes. Il y a 2 ans, 3 hommes armés de Kalachnikov attaquent le consulat chinois à Karachi, la capitale économique du pays. Ils font exploser le poste de garde, tuent 4 personnes avant d'être abattus par la police. La région de Gwadar, le Baloutchistan, est le théâtre d'une rébellion indépendantiste qui fait plusieurs centaines de morts chaque année. Dans des vidéos qu'ils diffusent sur Internet, les séparatistes menacent directement l'Empire du Milieu. « 'La Chine,
Vous êtes venus sans notre autorisation. Vous soutenez notre ennemi. Vous aidez les militaires pakistanais à envahir nos villages. Le Baloutchistan sera le tombeau de vos projets expansionnistes. Président Xi Jinping, il est encore temps pour vous de quitter le Baloutchistan. À la Gwadar Expo, l'heure n'est pas au départ des Chinois. Bien au contraire. Le Pakistan a créé une force spéciale de 15 000 hommes pour sécuriser les projets chinois. Et à l'extérieur du bâtiment, le portrait du Premier ministre pakistanais Imran Khan côtoie celui du président chinois Xi Jinping. À l'intérieur, les entreprises et les hommes d'affaires chinois sont omniprésents. Il y a même une entreprise chinoise qui se lance dans la viande et la charcuterie halal. Tout ça, c'est de la viande chinoise. Vous pensez qu'il y a un marché pour la viande chinoise au Pakistan? Oui. Les locaux sont un peu perplexes. Au centre de conférence, les officiels célèbrent la bonne entente entre les deux pays. La cérémonie se déroule au son de l'hymne national pakistanais, mais c'est une entreprise chinoise qui a obtenu l'exploitation du port. Et son grand patron est un Chinois, habillé à la pakistanaise, Zhang Baozong. Je vous promets qu'on va mener une merveilleuse collaboration sous vos directives. Nous allons travailler dur ensemble et vous verrez bientôt les résultats de vos choix avisés. Longue vie à l'amitié du Pakistan et de la Chine. Merci. L'homme a fait carrière en Afrique et au Moyen-Orient. Il sait se faire apprécier des dignitaires locaux. Nous sommes vraiment reconnaissants que les investisseurs soient venus, ainsi que les officiels du gouvernement. Et aussi beaucoup d'amis de Chine? Oui, beaucoup. Je suis ravi. Ça fait toujours plaisir de retrouver ces vieux copains. Tout le monde a l'air content aujourd'hui. Oui, et vous aussi d'ailleurs. En réalité, ces grands travaux inquiètent jusqu'en Occident. Ils masqueraient une ambition hégémonique de la Chine. Zhang Baozong nous accorde quelques minutes. En aparté, il balaye les critiques. Vous vous interrogez sur les raisons de la présence chinoise à Gwadar. Vous vous dites, les Chinois doivent forcément avoir une idée derrière la tête. Mais ça, c'est du pur fantasme. La seule raison qui a fait venir notre entreprise ici, c'est pour aider au développement de Gwadar, mais aussi pour développer le Baloutchistan et le Pakistan. Bien sûr, si cet endroit se développe, le monde entier va en profiter. La Chine, mais aussi la France. Tout le monde va profiter de ces beaux progrès. Tout le monde en profiterait. À Gwadar, pas sûr. Pour rencontrer les habitants en toute liberté, ce n'est pas simple. Il faut échapper au service de renseignement. Et nous n'avons pas le droit de sortir de l'hôtel sans une escorte militaire. On a connu plus discret pour aller en ville. Le Baloutchistan est la province la plus pauvre du Pakistan. La plupart des habitants vivent avec moins de 2 $ par jour. À Gwadar, la majorité des familles vivent de la pêche, comme celle de Rani. Venez. Entrez. Il vit avec ses 5 frères et sœurs et leurs familles. En tout, 36 personnes habitent dans cette maison. Ça, c'est ma chambre. Les projets de Gwadar, ils n'en recueillent pour l'instant aucun bénéfice. La vie est toujours aussi difficile. C'est mon fils. Il était en mer toute la nuit. Ce jour-là, il n'a pas d'eau, pas d'électricité. Au contraire, les conditions de vie ont empiré. Depuis la construction du port, les pêcheurs ont de plus en plus de mal à trouver du poisson. Nous n'avons plus le droit d'aller à certains endroits en mer. Justement, là où il y avait beaucoup de poissons et où nous avions l'habitude d'aller pêcher.
Toute cette zone, le port l'a absorbée. Maintenant, nous devons aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, Rani craint d'être délogé et de devoir quitter sa maison. Mais nous n'aurons pas le temps d'aborder le sujet. Notre présence a été repérée. Attendez une minute. Les services de renseignement pakistanais frappent à la porte. Face aux agents, le pêcheur prétend ne pas savoir ce que nous faisons chez lui. Comment sont-ils arrivés chez vous? Qui a amené ces gens chez moi? Je ne sais même pas qui ils sont, ni d'où ils viennent. Je ne sais rien du tout, moi. Maintenant, vous mettez fin au tournage. Dites-leur que vous devez sortir en mer. Nous insistons pour l'accompagner jusqu'à son bateau. La ruelle est remplie de militaires et d'agents de renseignement. Apparemment, ils n'aiment pas trop être sur la photo. Ils veulent s'assurer que nous n'allons pas ternir la belle image du développement de Gwadar. La plage où Rani ancre son bateau fait justement l'objet d'un bras de fer entre les pêcheurs et les autorités. Elle devrait disparaître pour laisser place à une toute nouvelle autoroute qui mène au port. Le chantier a déjà débuté et grignoté le bord de mer. Tu as l'air stressé. Ne sois pas stressé. Dis-nous la vérité. Je ne suis qu'un pauvre homme. Je ne peux pas tout vous dire ouvertement. Tu ne connais pas ces gens. À la suite d'une grève des pêcheurs, les autorités ont accepté récemment qu'un bout de la plage soit conservé. Mais face aux ambitions des Chinois, ce n'est peut-être qu'un sursis. Les pêcheurs risquent toujours de devoir déménager pour faire place aux grues. 15 jours après notre tournage, les attentats ont redoublé à Gwadar. Un peu plus loin sur cette route, la rébellion baloutche a attaqué un bus et assassiné 14 militaires pakistanais. Puis le 11 mai dernier, ils ont pris d'assaut le grand hôtel de Gwadar, tuant 5 personnes. À Gwadar, les Chinois n'ont pas encore gagné la bataille des nouvelles routes de la soie. Mais ils se sont fixés un calendrier. Selon les autorités de Pékin, le grand projet chinois doit être achevé pour 2049, date du centenaire de la naissance de la République populaire de Chine.